Bonsoir Camille Etienne. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On a vu, vous êtes vraiment une icône de cette lutte pour sauver le climat. Vous étiez à Genève aujourd'hui à la Société de lecture. Beaucoup de monde, beaucoup de jeunes venus vous écouter. On fête aussi cette semaine, je crois, les 5 ans des premières grèves pour le climat en Suisse. Et puis les messages qu'on a vus, c'est un peu impuissance, à quoi ça a servi, pourquoi tout ça, où on en est. Vous avez ce sentiment des fois quand même ? Non, sincèrement, je trouve qu'il s'est passé tellement de choses depuis. Déjà, l'idée que on ne peut plus décider derrière des portes closes sans prendre en compte ce sujet de l'urgence climatique et sociale. Alors, c'est pas du tout pris à la hauteur de l'enjeu, mais il y a eu un vrai réveil. Et je crois que ce qui était des marches pour le climat dans la rue, c'est précisé, c'est transformé en action peut-être plus politique. Donc, au contraire, ça a fonctionné. Il faut vraiment qu'on continue. Les Verts en Suisse, vous suivez sans doute pas l'actualité politique ici, mais ils ont reculé dans les dernières élections et certains ont dit mais c'est à cause de l'agacement de la population, justement à cause de cet activisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est bien dommage de se taper les uns sur les autres, sachant qu'on n'est que quelques-uns à être vraiment bouleversés par ces enjeux à sa hauteur. Je dirais que toutes les actions ne sont pas faites pour créer de l'adhésion. Et quand on regarde dans l'histoire, dans les droits et dans les libertés qu'on a réussi à obtenir, par exemple le droit de vote des femmes, en fait, en réalité, elles ont été aussi obtenues grâce à de la désobéissance civile qui a pu à un moment donné bouleverser, nous mettre dans une sorte de vertige et qui a été assez menaçant pour l'ordre établi, pour que ensuite ils soient capables précisément de débattre avec des modes d'action qui soient plus modérés. Les agriculteurs en colère partout en Europe, notamment contre les normes écologiques européennes, là ça traduit quand même une sorte d'impuissance pour votre mouvement. En réalité, pas du tout, parce qu'il faut bien comprendre que les agriculteurs sont en première ligne des conséquences du dérèglement climatique. Ce sont ceux qui doivent faire face aux sécheresses, au manque d'eau, etc., la biodiversité en chute. Donc, en réalité, ce sont les premiers qui pourraient bénéficier de ces normes écologiques. La seule chose, je vais vous dire, c'est que pendant des décennies, on a favorisé une agriculture industrielle. Et on a mis l'argent public dans cette direction. Donc, on fait peser aujourd'hui, il est vrai, tout le poids de la transition écologique sur les agriculteurs. C'est ça qui n'est pas normal, mais c'est le résultat d'un choix politique. On pourrait décider, au niveau européen, par exemple avec la politique agricole commune, de mettre de l'argent public sur la table pour aider à cette transition. Mais vous avez une voix assez particulière. Vous venez d'un petit village tout près d'ici, en Savoie. Et vous reconnaissez, au fond, que pour les gens des campagnes, avoir une voiture, c'est une nécessité. Bien sûr. Il y a des gens avec qui ça ne va pas marcher. Il va falloir trouver autre chose. Bien sûr. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, on ne doit pas faire peser uniquement sur les individus, sur les citoyens, encore une fois, le poids de sa transition. On vit dans un monde où c'est un coût d'être écolo. C'est un coût économique, c'est un coût temporel. Donc il faut qu'on change les règles du jeu. Il faut qu'on permette à tout un chacun d'utiliser les transports en commun. Bien sûr que si on n'a pas de bus qui nous amène à l'école ou au boulot, on ne peut précisément pas se défaire de sa voiture. Donc ça se passe au niveau de la structure. Vous dites quelque chose de très intéressant dans votre livre. Vous dites la peur, ça peut être un moteur, ça peut être un instrument de lucidité et d'adaptation. Or, on recevait ici même d'ailleurs un ministre genevois vert qui disait non mais arrêtons de faire peur, on va être heureux même avec un effondrement climatique. C'est terrible de dire ça. Écoutez, il faut quand même être heureux en tant qu'humain. C'est très égoïste la peur, c'est vraiment un moteur. C'est très égoïste de dire ça parce que je pense que ça traduit une incapacité à penser plus grand que soi. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent du dérèglement climatique. Je travaille par exemple avec une activiste qui vit à Tuvalu, qui est une toute petite île du Pacifique. Elle me dit, Camille, pendant qu'on essaie de ménager vos émotions, sachez que nous, on va vivre la disparition de notre pays entièrement. Ça paralyse. C'est un message qui paralyse, on se dit c'est foutu. Pas du tout. Parce que moi, ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois du coup, que je fais des choix, si je décide de penser un peu plus grand que moi, eh bien, il est possible d'infléchir. Il n'est jamais trop tard pour que ce soit pire. Ce qu'on décide là maintenant, c'est des vies qui sont en jeu. Derrière chaque demi-dixième de degré, il se cache des vies humaines et non humaines. Et un peu de peur, ça aide. Un peu de peur, ça marche. Un seul et dernier exemple. Imaginez si j'avais pas peur du feu sur ce plateau. Si vous et moi, on n'avait absolument jamais peur de l'incendie. Eh bien, on n'aurait pas prévu des sorties de secours. Nous ne serions pas formés à ce que le feu advienne. Donc, en avoir peur, ça veut simplement dire être capable de l'anticiper avec sérieux. Merci infiniment, Camille Etienne. Je rappelle votre livre Pour un soulèvement écologique. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis